Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'écriture ou la vie. Il s'agit d'un récit autobiographique de Georges Semprin, publié en 1994. Le 11 avril 1945, quand les Alliés entrent dans le camp de Buchenwald, l'auteur y est déjà depuis 2 ans. Les officiers sont épouvantés par Semprin. Celui-ci croit que c'est à cause du manque d'oiseaux ou à cause du crématorium qui dégage une odeur de chair brûlée, ou alors que c'est à cause de son aspect et plus particulièrement de ses yeux. Les Alliés arrivent juste après que les soldats allemands ont essayé de disperser les prisonniers et qu'ils ont donné l'ordre d'éteindre les fours crématoires. Cet instant s'introduira dans les cauchemars de l'auteur plus tard. Dès sa sortie, il a peur de ne pas pouvoir raconter. Lui et ses amis du camp se posent la question de comment raconter tout ce qui leur est arrivé quand ils arriveront chez eux. Ils doivent faire face à 2 problèmes. Déjà, il y a le problème de la crédibilité et il y a le problème de l'inimaginable. Un individu leur dit que les documents historiques relateront tout sauf l'essentiel, qui est l'expérience. Cet individu leur indique que celle-ci ne peut pas se transmettre autrement que par l'art, par le cinéma ou par la littérature. Semprin pense avoir traversé la mort, qu'il est maintenant ressuscité, et il pense que les jours qui passent l'éloignent de la mort. Après leur arrivée au camp, les Alliés ont voulu recueillir des témoignages pour faire un rapport. Semprin a ainsi une conversation avec un officier américain avec qui il parle de littérature, de philosophie et de l'essai de Bloom qui s'intitule « Nouvelle conversation de Goethe avec Eckermann ». On apprend au cours de cette conversation que l'auteur est espagnol, qu'il est communiste et qu'il faisait partie de la résistance française. Quand il dit à l'officier qu'il est étudiant en philosophie, cela lui rappelle son arrivée au camp. Le déshabillement, l'accueil brutal des soldats, le rasage, la désinfection, les vêtements donnés et la création de la fiche d'identité. Quand l'officier qui s'occupe de cette fiche lui demande quel métier il fait, il répond qu'il est étudiant en philosophie. Semprin mettra 18 jours avant de rentrer à Paris. Après sa sortie, son rapport au corps évolue. Avant son arrestation, il nous dit qu'il ne prenait pas soin de son corps et qu'il ne le considérait pas. Pendant les interrogatoires de la Gestapo, son corps est devenu un problème car à cause de celui-ci, il peut dénoncer. Pour réussir à résister, il doit se détacher de son corps. À Buchenwald, le corps est mis à rude épreuve par la faim, le sommeil et la fatigue. Lors du retour à la vie normale, le corps se rétablit vite. Quand Odile fait tomber de sa sacoche le livre de René Char, Seule demeure, il se souvient de l'officier qui lui a donné lors de la libération du camp. Cet officier lui avait demandé de le lui ramener dès qu'il serait rapatrié. L'auteur ne se sent pas rapatrié car déjà il est en France et non en Espagne, et car soit il considère qu'il n'a pas de patrie, ou alors il considère qu'il en a plusieurs. On peut considérer qu'il est de retour car il est là d'où il est parti avant d'aller au camp, mais il n'est pas de retour chez lui. Il décide tout de même de ramener ce livre à son propriétaire. La jeune fille qui lui ouvre lui apprend que cet officier est mort l'avant-veille. Quand il rentre à Paris, les autres lui posent des questions, mais que par politesse. Il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui font comme s'ils revenaient d'un voyage, et il y a les autres qui lui posent des questions sans intérêt avant de redevenir silencieux. Il nous parle de ses cauchemars sur les camps et de ses réveils durant lesquels il croit que le cauchemar continue et que tout ce qu'il voit autour de lui n'est pas vrai. Il a alors ce besoin de regarder le corps de sa compagne pour vérifier que tout ce qui l'entoure est vrai. Mais ce n'est pas suffisant.
il rencontre Claude Edmond Magny qui lui lit une lettre qu'elle lui avait écrite et qu'elle a éditée. Elle s'intitule « Lettre sur le pouvoir d'écrire ». Quand elle la lui lit, il se rend compte que seul l'oubli peut l'aider et non pas l'écriture qui mettrait encore plus en relief ses souvenirs. Cette femme, au contraire, lui reproche ses silences. Pour elle, l'écriture permettrait de transformer ses souvenirs et de passer à autre chose. En 1992, soit 47 ans après la libération de son camp, il revient à Buchenwald, car une chaîne de télévision lui propose de participer à une émission. C'est à ce moment-là que quelqu'un fait la remarque que sur sa fiche d'entrée, ce n'est pas écrit étudiant, mais stuccateur. Celui qui a écrit sa fiche n'a pas écrit qu'il était étudiant pour lui éviter d'être envoyé à Dora, et il lui a ainsi évité la mort. Quand l'auteur va au cinéma, il tombe sur une bande d'actualité qui a pour terme la découverte des camps nazis par les Alliés. Parmi les images, il y en a qui représentent Buchenwald. L'auteur comprend alors la différence entre le vu et le vécu. Il fait 3 constats. Ces images lui semblent étrangères à lui-même, il se rend compte que ce n'était pas un rêve. Ce film ne retrace qu'une partie de la réalité. Il n'y a pas de commentaires et la façon dont ça a été filmé est à revoir afin de donner à ce documentaire un air plus vrai. Des événements vont le ramener à la vie. Il y a tout d'abord le jour où il a l'oreille tranchée à cause d'une chute d'un train. Cette chute lui provoque une perte de mémoire. Il ne sait plus qui il est et quelle est la date actuelle. Cet oubli lui donne le sentiment d'exister. Il y a également une femme qui va le ramener à la vie. Elle s'appelle Lorraine et il l'a rencontrée dans un train. Cette femme lui fait comprendre que pour se garder en vie, il faut qu'il oublie, ce qui est contradictoire avec le fait d'écrire. L'auteur passera 15 ans dans l'oubli. Plus tard, dès qu'il publiera, il sentira l'angoisse remonter. Le 11 avril 1987, le jour anniversaire de la libération de son camp, il se remet à beaucoup écrire, mais il gardera ses feuillets pour plus tard. Il veut lui donner comme titre l'écriture ou la mort, et il s'agit du récit que nous lisons. Le 11 avril 1987 est aussi le jour de l'annonce de la mort de Primo Levi. L'auteur se rend alors compte que les rescapés des camps ne sont pas immortels et que par conséquent lui non plus. Jusqu'à là, il se croyait immortel alors qu'il était mortel. Ensuite, il apprend que cet homme s'est suicidé. L'écriture ne donne donc pas la paix à l'âme. Le roman est un mélange de souvenirs d'avant son arrestation lors de sa vie d'étudiant et de résistant, de son arrestation à Joigny, de son entrée et de sa vie au camp, de la libération du camp et de son retour à Paris et de son passage dans différents pays. Le roman traite du début des années 40, si on prend en compte la période où il est étudiant, jusqu'à 1992. Ça correspond grosso modo à 50 ans de sa vie, soit un demi-siècle. Durant cette moitié de siècle, la question centrale est celle du titre du roman, c'est-à-dire du choix à faire après son expérience entre l'écriture et la vie. L'écriture, au lieu d'atténuer les souffrances, les met au contraire plus en relief. Écrire, c'est donc rester dans la douleur, c'est ne pas atteindre la vie, c'est rester en arrière comme quand il était au camp. Pour vivre, il faut oublier, il faut faire comme si tous ces événements ne s'étaient pas passés. Le problème de l'auteur est qu'il n'est jamais sûr du chemin à prendre. Quelquefois, il choisit la vie, mais quelque temps plus tard, il revient sur son projet d'écriture. Son existence est jalonnée de ce changement de choix dont aucun ne le satisfait pleinement.
La question qui revient souvent est de savoir comment raconter cette expérience. L'auteur et d'autres individus trouvent qu'un œil extérieur n'est pas suffisant car il manque l'expérience. Sans elle, les caméramans et les réalisateurs auront beau faire de leur mieux, il leur manquera toujours quelque chose qu'ils n'auront pas. Un individu leur conseille de passer par l'art. Il cite l'écriture ou le cinéma. L'auteur cite Heidegger et Kant. Vis-à-vis de Kant, il dit qu'il faut parler de la racine du mal radical et non pas parler que de l'horreur qui n'est que l'apparence du mal. Il cite également Heidegger avec son livre Sein und Zeit, c'est-à-dire être et le temps. Il cite un concept qui s'appelle Mitsein zum Tode, c'est-à-dire être vers la mort. L'auteur considère qu'il a vécu la mort alors que pour les individus lambda, on ne peut pas revenir de la mort et la mort, si on est vivant, se situe toujours par le futur. En plus de faire face à ses propres problèmes, Semprin doit aussi faire face aux autres. Il y a tout d'abord la visite des habitants de Weimar au camp qui disent ne pas avoir su ce qui se passait ici alors qu'ils habitaient à quelques kilomètres de là. Il doit faire face également aux gens qui croient que cet endroit a été paisible. Les deux femmes de la mission France vont trouver les baraques pas mal du tout et elles vont confondre la cuisine avec les crématoriums. L'auteur doit aussi faire face au documentaire qui le force à regarder ce qu'il voulait oublier. Il doit faire face aussi au silence gêné des autres personnes dans la salle de cinéma. Il doit faire face aussi au retour à Buchenwald où il y a des gens à qui il faut tout expliquer. Semprin n'a pas été dans la pire partie du camp, comme c'était le cas dans le petit camp, mais il est tout de même impressionnant que l'auteur ait pensé à des auteurs de littérature et de philosophie durant ces moments si difficiles. Semprin nous parle à peine du camp, il nous parle surtout de ce qui se passe après. On remarque que même si le corps se rétablit vite, pour le psychisme, il n'en est rien. 50 ans après, il semble toujours en être marqué. Il a des cauchemars, des angoisses. Il veut vivre, mais il ne sait pas comment faire. Ce manque de vie se voit surtout dans ses yeux. Ils font peur aux autres officiers, ils font peur à la femme avec laquelle il va danser après la sortie du camp. En cours de route, il reprend vie. Ceci est montré quand Laurence, la femme à qui il a rendu le livre de René Char, lui dit qu'il a un regard concupiscent. Par ailleurs, l'image de la couverture reflète bien ce que devait être Semprin à la sortie du camp, c'est-à-dire quelqu'un qui est là, mais qui pourtant n'est pas vivant, quelqu'un qui a vécu la mort et qui n'en est pas encore sorti. Le titre est l'écriture ou la vie. Cela signifie qu'il faut faire un choix et que l'on ne peut pas faire les deux en même temps. Il y a deux constats. Déjà, si on ne choisit pas la vie et si on prend l'alternative à la vie, il nous reste donc la mort. Donc pour Semprin, l'écriture est égale à la mort. Un individu lambda aurait écrit l'écriture ou la mort, car on ne peut écrire que lorsque on est vivant. C'était par ailleurs le premier titre que l'auteur donne à son écrit. Comme la vie de Semprin est renversée, le mot mort est remplacé par le mot vie. Ce n'est par ailleurs pas la seule chose qui est renversée chez lui. Après être tombé du train, il dit se sentir en vie parce qu'il n'a plus de souvenirs à ce moment-là. Or, chez un individu lambda, c'est le contraire. Ce sont les souvenirs qui lui rappellent qu'il est vivant. Pourtant, un doute me vient sur la possibilité de raconter, non pas que l'expérience vécue soit indicible, elle a été invivable, ce qui est tout autre chose, on le comprendra aisément. Autre chose qui ne concerne pas la forme d'un récit possible, mais sa substance, non pas son articulation,
mais sa densité. Ne parviendront à cette substance, à cette densité transparente, que ceux qui sauront faire de leur témoignage un objet artistique, un espace de création ou de récréation. Seul l'artifice d'un récit maîtrisé parviendra à transmettre partiellement la vérité du témoignage. Mais ceci n'a rien d'exceptionnel. Il en arrive ainsi de toutes les grandes expériences historiques. On peut toujours tout dire, en somme. L'ineffable attra les oreilles n'est qu'affaibli, ou signe de paresse. On peut toujours tout dire. Le langage contient tout. On peut dire l'amour le plus fou, la plus terrible cruauté. On peut nommer le mal, son goût de pavot, ses bonheurs délétères. On peut dire Dieu, et ce n'est pas peu dire. On peut dire la rose et la rosée, l'espace d'un matin. On peut dire la tendresse, l'océan tutélaire de la bonté. On peut dire l'avenir. Les poètes s'y aventurent les yeux fermés, la bouche fertile. On peut tout dire de cette expérience. Il suffit d'y penser et de s'y mettre, d'avoir le temps, sans doute, et le courage d'un récit illimité, probablement interminable, illuminé, clôturé aussi, bien entendu, par cette possibilité de se poursuivre à l'infini, quitte à tomber dans la répétition et le ressassement, quitte à ne pas s'en sortir, à prolonger la mort, le cas échéant à la faire revivre sans cesse dans les plis et les replis du récit, à n'être plus que le langage de cette mort, à vivre à ses dépens, mortellement. Mais peut-on tout entendre, tout imaginer? Le pourra-t-on? Le pourra-t-on? En auront-ils la patience, la passion, la compassion, la rigueur nécessaire? Le doute me vient. Dès ce premier instant, cette première rencontre avec des hommes d'avant, du dehors, venus de la vie, avoir le regard épouvanté, presque hostile, méfiant du moins, des trois officiers.